J'ai une formation médicale, et quoi qu'il en soit, je me suis porté volontaire presque immédiatement suite à l'ouragan Katrina qui a heurté le sud des États-Unis. J'allais pouvoir venir en aide aux gens qui auront été frappés par l'ouragan, ou plutôt, c'est ce que je pensais. Mais ce n'était en fait pas le cas pour moi. Plusieurs volontaires ont été assignés à chercher des maisons pour trouver des corps suite à l'ouragan. Je faisais partie de ces volontaires. Si vous avez déjà eu à faire une récupération corporelle alors qu'il traînait dans la chaleur et dans l'eau pendant des jours, parfois des semaines à la fois, vous savez comment ça se sent. C'est une odeur comme toutes les autres carcasses mortes, mais encore pire. C'est inexplicable comme senteur. C'est vraiment horrible. Quoi qu'il en soit, la clé pour ne pas vomir lorsque vous les sentez est de se mettre un produit qui s'appelle du Vicks sous et autour du bas du nez. Ça ne bloque pas l'odeur au complet, mais suffisamment pour, du moins, tolérer l'odeur sans vomir. Nous devions aller dans chaque maison avec nos bottes pantalons à la recherche de corps humains. Beaucoup d'entre eux ont été emportés vers la mer, mais certains se trouvaient encore dans les maisons où ils vivaient avant l'ouragan. Si on trouvait un corps, nous devions peindre en aérosol un grand X à l'extérieur de la maison. Moi et cet autre mec avions cette tâche depuis un bout de temps et nous étions assignés ensemble à presque tous les jours. On s'entendait bien et il n'a jamais vomi lors des récupérations. Une fois, nous sommes arrivés à cette vieille cabane, et je dis cabane parce qu'elle était assez délabrée et on était situé dans ce qui avait été un très mauvais quartier. Tout de suite, j'ai eu des frissons dans le dos. J'avais le pressentiment que quelque chose n'allait pas. Pas comme trouver un corps, mais tout de même effrayant. La Nouvelle-Orléans a certains quartiers qui ne font que dégager ce genre d'ambiance, et je croyais comprendre qu'il y a beaucoup de pratiques de voodoo dans les quartiers où nous étions. Bref, malgré toutes les pensées alarmantes que mon corps semblait me dire, nous sommes entrés dans la maison. Immédiatement en entrant, je pouvais sentir la présence d'un corps à l'intérieur. Il y avait aussi cette espèce de senteur de moisissure un peu partout. Je n'avais pas du tout un bon pressentiment. J'ai regardé mon partenaire, dont je vais nommer Jay dans cette histoire, et il était blanc comme un drap. Je pouvais dire qu'il ressentait le même sentiment que moi. Il était évident qu'à partir des os étranges suspendus au plafond, qui semblaient être des os de chat ou de petits chiens, quelque chose de louche s'était passé dans la maison, avec d'étranges perles et de sculptures dans le bois des murs. Nous sommes ensuite entrés dans ce qui semblait être une cuisine, et ce qu'on a vu ensuite me hante encore à ce jour. Attachée avec des chaînes à une poutre de la maison était une vieille dame, ou plutôt le corps qui restait de cette dame, ses tripes qui pendaient de son corps vers le sol. L'odeur était suffocante. Mais le plus effrayant dans tout ça était que son visage semblait toujours en vie et nous fixait avec un sourire malicieux, ne montrant que des dents partiellement dégradées. J'ai soudainement eu la chair de poule et les frissons se sont répandus partout sur mon corps et les poils de mon cou se sont dressés. Soudainement, j'ai entendu le bruit de crépitement le plus surnaturel que j'ai jamais entendu, et mon instinct de survie s'est subitement déclenché. Jay et moi sommes sortis de la cuisine, à travers le mètre d'eau inondant la maison, le plus rapidement possible, sans jamais regarder derrière nous. Nous avons rapidement peint le X sur la maison et nous nous sommes sauvés vers la maison voisine. Maintenant, je ne sais pas si cette vieille dame avait pratiqué le voodoo ou quoi que ce soit d'autre, mais ce que j'ai vu cette journée-là m'a fait une peur bleue qui hante toujours mes pensées à ce jour. Les gens pour qui je suis désolé sont ceux qui ont dû sortir cette folle de là, ou peut-être qu'elle est toujours là, attendant que quelqu'un vienne la sortir. J'ai 4 garçons. Le plus vieux, Charlot, a 6 ans et c'est lui dont je suis la plus curieuse. Depuis qu'il était très jeune, en apprenant à parler, il a parfois dit des choses qui n'avaient aucun sens pour lui de savoir. Nous étions en vacances avec mes beaux-parents à la plage quand Charlot avait 2 ans et demi et il s'amusait dans l'eau avec mon mari et moi. Le lendemain, nous nous sommes levés tôt pour retourner à la plage, mais pour une raison quelconque, Charlot a refusé catégoriquement.
Il n'arrêtait pas d'insister sur le fait qu'il y avait des crocodiles dans l'eau et qu'il avait peur. Nous avons essayé de lui raisonner que les crocodiles ne vivaient pas dans l'eau salée et qu'il n'en avait pas. Il n'a toutefois pas changé d'avis et pleurait sans cesse pour ne pas y aller. Alors, mon mari est allé et a amené un de nos jumeaux d'1 an à la place. Tout allait très bien et les deux s'amusaient dans l'eau. Jusqu'à ce que quelques instants plus tard, un homme soit arrivé en courant de l'embarcadère près de où on se baignait, en criant à mon mari de sortir de l'eau et de nous éloigner. L'homme a expliqué qu'en regardant dans la mer près de où il pêchait, il a vu un crocodile juste sous l'eau qui semblait traquer mon mari et mon fils à distance. L'homme a ensuite appelé le 911 et un agent de contrôle des animaux est arrivé peu de temps après et a pu localiser pour finalement capturer le crocodile. C'était un énorme crocodile, faisant presque 3 mètres de longueur. Il y avait eu des tempêtes pendant la nuit, et c'était la saison des amours. L'explication de l'agent suite à la capture était que le crocodile cherchait sans doute un compagnon, et était entré par une rivière douce qui se jette dans la mer. Mais comment Charlot a-t-il pu le savoir? Il n'a que 2 ans et demi après tout. Le seul crocodile qu'il a peut-être pu voir était ceux qui passent dans les émissions de télévision de dessins animés pour enfants. Est-ce qu'il avait vu un crocodile la journée d'avant? C'est après plusieurs expériences similaires que j'ai réalisé que ce n'était pas simplement une coïncidence. Une autre fois, je suis sorti pour faire des travaux de jardinage. C'est en demandant à Charlot de venir m'aider qu'il m'a dit immédiatement de ne pas m'approcher de l'arbre buissonnant, le figuier, car il y avait un serpent à sonnette en dessous. Je pensais que c'était juste son imagination, car c'est assez rare de voir un serpent à sonnette chez moi. Je me suis alors dirigé vers le jardin pour vérifier si les figues étaient mûres. Et c'est en m'approchant que j'ai entendu le son d'un serpent à sonnette en détresse. J'ai baissé les yeux et j'étais à environ 1 mètre du serpent à sonnette, et il n'était vraiment pas heureux de me voir. Je me suis rapidement enfui pour ne pas le déranger davantage en espérant qu'il continuerait son chemin, car ces serpents sont très venimeux. Impossible que Charlot n'aurait pu savoir que le serpent était là. Une autre fois, nous allions rendre visite à ma mère et Charlot dormait sur le banc arrière de la voiture. Nous ne lui avions pas dit où nous allions, car ma mère avait une surprise pour lui. Mais tout à coup, Charlot s'est réveillé subitement et m'a dit qu'on doit faire un détour pour se rendre chez grand-maman, parce que le pont que nous utilisions habituellement était hors de service. Nous sommes toujours allés dans cette direction lorsque mon mari conduisait, et le pont était pleinement opérationnel la veille. C'est seulement lorsque nous sommes arrivés près du pont que, effectivement, il y avait des pancartes de détour partout et le pont était barré suite à une fissure qui s'est produite pendant la nuit. Il n'y avait sans doute aucun moyen que Charlot aurait pu le savoir puisque le mot n'était pas sorti et personne n'était au courant, autre que la municipalité ce matin-là. L'histoire du pont date de plusieurs semaines déjà, mais honnêtement, je trouve cela très inquiétant que mon fils de 3 ans puisse prédire le futur de cette façon. Il a toujours été un peu étrange. Mon frère et moi étions les meilleurs amis du monde en grandissant. Il avait 4 ans de plus que moi. C'était mon plus grand idole. En tant que jeune garçon, probablement près de 10 ans, il était fasciné par les papillons. Il prenait soin d'eux, adorait les élever des cocons. Il connaissait tout sur les papillons. Lorsque les papillons mouraient, il les gardait parce qu'il les trouvait beaux et les aimait beaucoup. Je me suis intéressé simplement parce que j'admirais tellement mon frère aîné et que je voulais faire tout ce qu'il faisait, parce que je pensais qu'il était le meilleur. Les papillons, par contre, ne semblaient jamais trop s'intéresser à moi. Ils se posaient sur mon frère comme des fous, mais ne se posaient jamais sur moi. Même lorsque nous allions dans des endroits comme le monde des papillons, où ils sont habitués aux humains, ils atterrissaient sur tout le monde, sauf moi. En progressant vers l'âge adulte, mon frère a lutté contre la dépendance, ce qui a fini par le rendre très malade et son corps l'a malheureusement abandonné. Il a eu une crise cardiaque la dernière fois qu'il a utilisé une substance, et il est décédé. Il aimait encore les papillons jusque-là, à l'âge de 23 ans.
Bien que nous n'étions pas aussi proches à ce chapitre de nos vies, comme sa dépendance m'avait vraiment repoussé, nous parlions encore de temps en temps quand il avait de bons jours. La dernière fois que je l'ai vu, quelques semaines avant sa mort, nous rendions visite à notre mère, et il avait abordé le sujet des fantômes, puisque nous avions toujours eu l'impression que la maison de ma mère était hantée. En grandissant, lui et moi avions vécu de nombreuses expériences paranormales auxquelles nous avions tous les deux vécu ensemble, et c'est de quoi nous avions parlé la dernière fois que je l'ai vu. C'étaient des expériences qui nous ont liés encore plus fort. Un jour, quand nous étions jeunes, nous sommes allés jouer en haut dans le grenier de la maison de ma mère. Nous avions déjà joué plusieurs fois déjà dans cette pièce à ce moment-là. Mais cette fois, on est monté et il était rempli de papillons monarques qui avaient probablement rentré par la fenêtre qui était légèrement ouverte. C'était une scène merveilleuse, digne d'un film. Nous avons joué avec eux pendant un bout de temps ce jour-là. Mais le lendemain, en remontant au grenier, ils étaient tous partis. Je ne me souviens même pas d'en avoir parlé à nos parents. Il a fallu attendre que je sois beaucoup plus âgé pour réaliser que le fait que le grenier soit rempli de papillons était très étrange. Lors de cette rencontre que nous avons eue avant sa mort, le sujet du paranormal s'est déplacé vers la réincarnation. Je me souviens qu'il m'avait demandé si je croyais que les humains pouvaient se réincarner en quoi que ce soit, comme un papillon, par exemple. Ce fut un moment très bref, mais maintenant qu'il n'est plus ici, des choses étranges m'arrivent et je ne peux pas sortir de ma tête les quelques secondes où il a mentionné de vouloir se réincarner en papillon s'il meurt. Il est décédé à la fin du mois de janvier. C'est encore essentiellement l'hiver où nous vivons. Peu de temps après sa mort, un papillon orange vif était à l'extérieur de ma maison. J'ai trouvé ça vraiment étrange, car il faisait froid. Je n'y ai pas vraiment réfléchi, à part à quel point c'était étrange qu'il y ait un papillon en février. Mais depuis ce temps, les papillons me suivent partout. Au moment où j'écris cette histoire, nous sommes l'été et c'est maintenant rendu au point que c'est très étrange, et même les gens autour de moi pensent que c'est étrange. Nous ne sommes pas dans un endroit très peuplé de papillons, mais ils atterrissent sur ma tête au hasard très souvent lorsque je marche vers mon lieu de travail. Ils atterrissent même aussi sur ma jambe quand je ne regarde pas, alors que je prends un bain de soleil, et me font sursauter à chaque fois. Il y a quelques semaines, je suis allé me balader en tube sur une rivière avec des amis pas très loin de chez moi. Et à mi-chemin de la promenade sur la rivière, un papillon orange s'est posé sur mon bras. Le groupe d'amis avec qui j'étais l'ont remarqué et ont pensé que c'était le plus beau papillon qu'ils avaient jamais vu. Par contre, aucun d'entre eux n'était capable de l'approcher. À chaque fois qu'il réapparaissait pendant notre promenade, il revenait toujours s'installer sur mon tube. Ce matin, je suis rentré du travail et un nouveau papillon, très brillant, était assis sur ma marche avant. Il avait l'air complètement indemne, mais ne semblait pas vouloir partir. Alors je l'ai nourri et je l'ai apporté à un bel endroit ensoleillé pour se reposer, et il est resté à cet endroit pendant des heures, à flotter dans l'air, sans jamais partir. Je ne peux pas m'empêcher de penser que mon frère a quelque chose à voir avec ça d'une manière ou d'une autre. C'est une belle pensée, mais à la fois, cela me remplit avec tant de tristesse et de chagrin, en souhaitant pouvoir lui parler de tous ces papillons un jour lorsque nous nous rencontrerons à nouveau là-haut, ou dans un jardin, en flottant ensemble.